On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'une des membres du regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu, les massothérapeutes, thérapeutes en relation d'aide, mais aussi médium et clairvoyantes. Bref, elle va nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Mais d'abord, on vous parle d'humour, le laboratoire de l'humour qui existe à Saint-Marc-sur-Richelieu, au Trois-Tilleuls, chez Michel Barrette, depuis maintenant 5 ans. Et l'événement va se transporter aussi du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu dès le 8 février prochain, avec un système quand même assez particulier, avec un petit bidule où on appuie quand on aime et on apprécie bien sûr les blagues de nos humoristes. Depuis quelques années, voire quelques décennies, l'humour a pris beaucoup d'ampleur au Québec et ça nous prend des endroits pour que ces personnes, parfois identifiées, oui, à la relève, puissent évidemment se faire un peu les dents, s'exprimer et même aussi pour nous, le public, découvrir de nouveaux talents. Vous allez pouvoir le faire à Saint-Jean-sur-Richelieu dès le 8 février prochain où le laboratoire de l'humour va débarquer avec nous pour en parler. Il est humoriste, animateur, promoteur, concepteur du laboratoire de l'humour, Gino Lévesque. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. C'est déjà quelque chose qui existe, non pas ici à Saint-Jean, mais depuis plusieurs années maintenant du côté de Saint-Marc-sur-Richelieu. Oui, on a le privilège d'être à l'hôtel des Trois-Tilleuls, l'hôtel à Michel Barrette, et puis on a peaufiné ce nouveau concept-là sur les planches, sur cette nouvelle salle que Michel. Oui. Et ça a pris quelques années avant de le bonifier, de le peaufiner, et parce qu'on parle d'un programme informatique qui est derrière ce concept-là. Alors, quel est le lien entre un programme informatique et là, ici, on parle plutôt de laboratoire de l'humour? C'est quoi le lien entre les deux? En fait, les gens qui assistent au laboratoire de l'humour assistent à la naissance de numéros d'humour. Les humoristes qui sont invités, 5-6 humoristes par soir, arrivent avec les feuilles. C'est vraiment des textes nouveaux, tout chaud, tout chaud, tout chaud. Et le public dans la salle, bien, c'est les spécialistes, c'est les docteurs de l'humour. Ils sont munis de petites télécommandes. Et à chaque fois que les gens aiment, ils pèsent sur le bouton, ou à chaque fois que les gens rient, pèsent sur le bouton. Parce qu'il y a des styles complètement différents. Il y a des styles d'humour où tu te tapes sur la cuisse et tu ris, mais il y a certains humoristes où tu fais comme « Oh, wow! » Tu sais, un Boucard Diouf où son univers se fait « Oh, wow! » Tu ris, mais oui, mais les styles diffèrent, tu sais, de Boucard Diouf à Guy Nantel ou à Martin Matt ou à Louis-José Hood. Je veux dire, là, on est dans des univers différents, là. Oui, tout à fait. Le public dans la salle, c'est un concept interactif. Et humblement, je pense que le succès vient de là, le côté interactif, parce que l'humoriste reçoit le bilan de santé. À la fin de son numéro, il reçoit le bilan de santé. C'est-à-dire qu'à la fin, il voit que, oh, telle blague, 92 des gens ont ri, l'autre blague, 12 ils ont décortiqué homme-femme dans la blague. Non seulement les textes, mais l'humoriste reçoit la captation vidéo. Et dans la captation vidéo, on voit le vote et les appréciations du public. C'est un outil de travail, c'est un aide-mémoire 2.0, mais ça sert tout simplement à retravailler les textes. Et comment ça a commencé? L'idée, le développement de l'idée, le fait de le faire au Trois-Tilleuls chez Michel, à Saint-Marc-sur-Richelieu, ça a parti comment? Ça a parti d'une idée où je voulais partir mes propres soirées d'humour. Et dans l'univers, il y a beaucoup de soirées d'humour présentement. Et comment se démarquer? Et je travaille déjà beaucoup avec le public depuis plusieurs années. Je fais beaucoup d'animation de foule sur pas mal tous les shows de télé, dans l'animation et tout. Et un soir, après un enregistrement de télé, André Sauvé me dit « Tu devrais te lancer en humour. » Et ça m'a vraiment figé. J'ai dit « Non, je suis un animateur, le syndrome d'imposteur. » J'étais comme « Ouais, mais j'aime l'humour vraiment. » Et c'est ce qu'on fait dans l'animation de foule. On fait beaucoup d'improvisation, du stand-up, et on s'amuse avec les gens. Et j'ai fait comme, OK, je veux créer, inventer ma soirée. C'est là que l'idée du système interactif, sauf que ça ne se faisait pas comme ça. C'était pas évident. J'ai fait plusieurs boîtes et jasé avec des programmeurs, et la plupart me disaient, ça se fait pas. C'est impossible, le langage. Ce que tu veux faire, ce que tu as dans ta tête, c'est impossible. J'ai trouvé un jour une boîte et qui m'ont dit « Ouais, ça se fait pas, mais on va trouver comment le faire. » Et à partir de là, on a investi beaucoup dans le concept, dans le programme informatique. Et un des premiers humoristes qui a cru, c'est Michel Barrette.
Alors, Michel est venu roder lui aussi, il a testé la machine, puis il me disait « Ouais, ça j'aime ça j'aime pas ça », on l'a bonifié, on l'a peaufiné. OK. Michel est arrivé même avec une idée de la courbe sur papier aussi, parce que lorsque tu as ton équipe de scripteurs autour de la table, bien souvent, tu aimes voir, visualiser la courbe. OK, pourquoi ça n'a pas ri? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'on prépare un punch? Alors, on va voir la vidéo à telle minute. Mais ça ressemble un peu... moi, je travaille dans le domaine de la radio depuis une trentaine d'années, et puis, bon, les gens ne le savent peut-être pas, mais... Des focus group? Bien, les focus group qu'on fait pour des auditoriums pour la musique. Exactement. Donc, on fait rentrer des gens dans une pièce, on leur fait écouter de la musique, et là, on sait si la dernière chanson de Marie-Mé score à 75 ou à 22 là. Puis c'est de même qu'on est capable de déterminer ce que les gens aiment ou n'aiment pas. Et c'est un peu le même principe. D'ailleurs, il y a comme c'est-à-dire que la chanson défile, et là, on voit la courbe des gens qui aiment ou qui n'aiment pas le début, la fin, ou ils sont restés jusqu'à la fin. C'est un peu le même principe, là. Oui, ça garde en mémoire l'émotion des gens. Ouais. Et c'est ça. Mais dans l'humour, ça n'existait pas. Mais là, comment on fait? Juste que je comprenne, le spectateur arrive puis on lui remet à l'entrée quoi? Un bidule, une boîte, une pagette? C'est quoi le... Non, ça c'est mon rôle à moi, de déterminer qui va avoir la télécommande. Parce qu'il n'y a pas de télécommande pour tout le monde. Les gens doivent gagner la télécommande. Il y a un côté très interactif. On veut divertir les gens, on veut que les gens passent un bon moment. L'objectif de la soirée, c'est que les gens repartent avec du bonheur. C'est une thérapie par le rire. Et il y a un côté... Mais les gens gagnent des cadeaux, il y a des prix aussi, ceux qui ont voté. Mais là, est-ce qu'il y a une télécommande ou des télécommandes? Comment ça fonctionne? Il y a beaucoup de télécommandes. Il y en a plusieurs? Oui, il y a une cinquantaine. Pas pour tout le monde, là. Il y a une cinquantaine de télécommandes. Oh, quand même. Oui, il y a 50 télécommandes. Sans fil, là? Sans fil. Mais c'est quoi? C'est une boîte? C'est un téléphone? C'est une application d'un iPhone? C'est quoi? J'en ai apporté une. Oui, j'en ai apporté une. Okay. Oui. Non, mais je suis curieux de voir... Alors, voilà. OK, c'est plus simple que ça, là. Exact. C'est comme pour ouvrir la porte de garage, là, finalement. Hop, c'est pas la bonne que j'ai amenée, c'est bon. OK, fait que c'est ça, dans le fond. Oui. Là, il y a un bouton. Tout simplement. Puis je pèse quand, moi, là-dessus? Quand vous riez ou quand vous aimez. OK. Le wow, vous pesez, c'est tout. Vous la mettez autour de votre cou. C'est un clic. Exactement. Fait qu'exemple, il y a une bonne blague, je trouve ça le fun. Un clic. Clic. Tout Et là, ça simplement. s'enregistre dans la machine. Exactement. Ça, c'est comme Bluetooth, sans fil, ou je sais pas trop. Exactement. OK. Oui. OK. Et c'est synchronisé avec la captation télé aussi. Et l'humoriste reçoit, l'émotion en temps réel sur... C'était quoi les impacts de ça jusqu'à date, là? Pour les humoristes qui ont pu utiliser ce système-là, qui l'ont testé depuis quelques années, là? Vous savez comme moi que le temps, c'est de l'argent. Pour écrire un 10 minutes en humour, c'est des mois et des mois de travail. Il faut en faire des soirées, il faut en faire du rodage un peu partout. Et ça permet d'accélérer l'écriture. Lorsqu'on visionne, et ça c'est le commentaire des humoristes, lorsqu'ils regardent le bilan de santé, ils corrigent rapidement, beaucoup plus rapidement. Fait que c'est ça, on sauve un peu de temps et puis on garde en archive aussi l'appréciation. Donc les gens viennent tester du matériel. Oui. Oui. Du matériel qu'ils ont déjà appris ou même ils le lisent sur feuille? C'est un début de mémorisation. Un début? Okay. Oui, ils mémorisent, puis ça se peut que, oui, on regarde, un petit blanc de mémoire qu'on regarde. On regarde les feuilles. Oui, okay. Mais justement, avant de trop s'approprier un texte, c'est justement dans la salle, que ce soit à Saint-Marc ou ici, sur la rue Saint-Jacques, à Saint-Jean, il peut y avoir combien de spectateurs dans la salle? À la boîte, parce qu'on s'installe à la boîte, c'est 250 personnes. Potentiel de 250. Oui, okay. Exactement, qu'on peut accueillir. Puis à Saint-Marc, vous avez combien de capacité là-bas? 250 à peu près personnes. Aussi. OK. Donc, tu as 250 personnes. Là-dessus, il y en a une cinquantaine qui vont avoir le bidule. Oui. Et là, défilent plusieurs numéros, plusieurs artistes? Oui, on a 5 humoristes par soir. Et le 8 février, c'est notre première ici à Saint-Jean. À Saint-Jean. C'est la compagnie, en fait, moi, j'ai ma compagnie, la Société des Trois, c'est avec Denis Beauregard et nos bureaux sont à Saint-Jean. Okay. Donc, notre entreprise est vraiment à pignon sur rue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on est vraiment heureux que vraiment le laboratoire arrive ici. Et là, pour la première, le 8 février, si je ne me trompe pas, c'est un vendredi. Oui. Là, qui sont les humoristes? Bon, j'ai vu sur le panneau publicitaire, donc, Sylvain Larocque. Oui. Qui n'est pas un genou, qui même a fait beaucoup de scripts pour les autres aussi. Tout à fait. Donc, Sylvain Larocque va être là. Oui. Est-ce que lui-même va tester du nouveau matériel? Oui, parce que Sylvain prépare sa nouvelle tournée.
Alors, c'est pour ça que Sylvain a déjà réservé plusieurs laboratoires à Saint-Marc aussi. Et qui sont les autres? On a Jonathan Côté, on a Pascal Cameron, Daphné Letourneau, Dominique Léonard et bien sûr Sylvain Larocque. Bon. Et Peut-être que les noms disent plus ou moins, mais si on voit le visage de ces personnes, on dit « Ah oui, je l'ai déjà vu, lui. » Bon, c'est ça. Donc, les gens, à la visuellement... télé, dans les galas. Et, lorsqu'on parle de relève aujourd'hui, des fois, ça fait 10 ans qu'ils sont considérés comme de la relève, mais qui roulent leur boss vraiment depuis longtemps. Et lorsqu'on les voit en photo, « Ah oui, je me rappelle! » Quel est le coût d'entrée pour une soirée? 15 seulement pour voir 5 humoristes et avoir beaucoup de plaisir. Et il y a toujours des surprises, il y a des cadeaux à gagner. Comme je dis, c'est vraiment interactif. Là, on souhaite faire à peu près combien de représentations par année ici ou à Saint-Marc? Là, comment ça marchait à Saint-Marc? Vous en faisiez combien de fois par année? C'est un laboratoire par mois. Un par mois, quand même? Oui. OK. Oui. Et vous voulez faire la même chose ici? On le souhaite. OK. On le souhaite. C'est vraiment notre objectif. Ça connaît un succès fou à Saint-Marc, sur Richelieu. On est aussi, depuis quelques mois, à Québec, à la baie de Beauport. Et là aussi, ça connaît un très, très grand succès. Et on est fiers vraiment d'être à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon. Est-ce qu'il y a des idées folles? Est-ce que tu dis, ah, écoute, dans 3 ans, 5 ans, je veux que ça prenne telle tournure, je ne sais pas. Est-ce que... Oui, on est en train de préparer quelque chose, mais c'est encore très secret. OK. Mais oui, on est en train de... Parce que ça fait beaucoup jaser. C'est un concept qui est révolutionnaire. Ça n'existe pas, ce système informatique-là. Et puis, on l'a protégé, on l'a fait breveter, mais c'est ça. Il y a des projets, oui, reliés à ça. Genre, ça pourrait s'exporter. Genre. Si ça n'existe pas ailleurs, tu sais, des fois, genre en Europe, aux États-Unis, au Canada anglais. Je ne vais pas t'en parler. Mais à moi que tu insistes. Non. Il nous reste 30 secondes, on peut insister. Mais en tout cas, on invite les gens, donc, dès le 8 février, ici même à la boîte à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, capacité de 250 places pour le premier laboratoire de l'humour. Et qui sait, vous ferez peut-être partie des chanceux à qui on va confier la fameuse manette. C'est pas pour électrocuter l'humoriste, non, mais bien pour lui dire qu'on trouve que sa blague est bonne. Oui, puis on veut vraiment laisser de la place aux humoristes de Saint-Jean aussi. S'il y a des gens qui sont à l'écoute, puis qui ont la fibre, qui ont déjà testé, puis qui ont le goût d'écrire, il y a toujours une place pour la relève locale. Ça, c'est bien important. Nous, on a des caméramans qui sont très, très drôles. C'est jamais peut-être que Bruno ou Louis, un jour, Oui, pourraient se retrouver, bien sûr. Je vois ça au vraiment, là. Ils sont très drôles. Merci beaucoup et bonne chance. Merci infiniment. Restez avec nous au retour. On vous parle de relations d'aide. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. À chaque mois, ici même à l'émission, on vous présente le membre du mois, la personne qui est désignée par le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu. Cette même personne est appelée aussi à prononcer une conférence, un discours devant ses pairs. Mais aussi, on les invite ici à la télé, question de vous les faire découvrir. Vous savez, c'est un pan de l'économie qui est quand même assez important de ces personnes. On dit souvent un peu... peut-être de façon caricaturale, des gens qui travaillent dans le sous-sol, mais ce n'est pas tout du monde qui travaille dans le sous-sol nécessairement. Et aujourd'hui, la personne qu'on vous présente, elle est dans le domaine de la relation d'aide, massothérapie, mais aussi clairvoyante et médium. Il s'agit de Mme Nathalie Bell. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Bon, expliquez-nous un peu votre cheminement, parce que, évidemment, je pense que ce qui dresse un peu le topo général, c'est la relation d'aide. Parce que peu importe qu'on soit dans la massothérapie ou qu'on soit dans des domaines connexes, ça reste qu'au fond, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est aider le monde. Oui. C'est ça qui nous... oui, bien, aider les gens, mais aussi à travers un processus aussi
au fil du temps, j'ai découvert, tu sais, à travers la relation d'aide, la massothérapie, oui, il y a comme un plaisir qui se fait de découvrir c'est quoi le processus du corps humain, tu sais, de tout ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. Et puis, de voir aussi qu'à travers de chacun de nous, tu sais, souvent les gens ont aussi, des fois, on va dire, bon, moi j'ai un état d'âme, mais aussi en arrière de l'état de notre personnalité, il y a aussi, tu sais, la présence, notre présence. Puis c'est avec ça aussi souvent que je vais travailler avec, en relation d'aide. Est-ce que pour vous, au sortir de l'école, c'était clair que votre choix, ça allait être de travailler à aider les autres, à aider les gens dans votre vie personnelle ou professionnelle? Ou c'était un cheminement qui vous a amené vers ça? Bien, plus jeune, je voulais commencer, j'avais le choix entre art ou thérapeute, tu sais, je me promenais entre les deux, mais finalement, je fais un peu des deux. Au fil du temps, ça s'est tracé, là, c'est des expériences d'éveil, des expériences, des gens que j'ai rencontrés aussi, toutes sortes de petites rencontres là, qui m'ont apporté, qui m'ont ouvert. Et puis, au fil du temps, au début, c'était pas tout « wow », là, c'était comme « bon, il se passe quoi avec moi? » C'est plus quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. Et puis, au fil du temps, à comprendre, puis à écouter qu'est-ce qui se passait, bien là, j'ai dit « wow, il y a quelque chose d'intelligent aussi en dedans de chacun de nous, puis bien moi, je peux me fier tout là-dessus aussi. » Bon, au niveau professionnel, vous avez travaillé dans quel domaine auparavant, avant d'arriver comme massothérapeute? J'ai travaillé dans le commerce familial. J'ai travaillé aussi... j'ai travaillé aussi au Parc Safari, j'ai travaillé à d'autres endroits, mais le commerce familial, ça, c'est la partie aussi qui m'a amené plus le côté à vouloir aussi développer mon indépendance au niveau travailleur autonome, puis à foncer aussi, à apprendre le service à la clientèle et aller sur la route, le plaisir de découvrir, puis de partager aussi avec les gens. Et là, à quel moment vous êtes devenu massothérapeute? Ça fait combien d'années? Ça fait 27 ans. 27 ans, quand même. Ça fait 27 ans que je fais ça. Mais je travaillais dans le commerce familial, puis déjà, j'étais comme attirée, là, depuis assez jeune, que je suis attirée à la curiosité, de voir que les gens agissent de telle façon. Moi, il se passe ça dans ma vie, puis de voir qu'il y a comme quelque chose de plus grand, quelque chose qui m'attirait. Donc, travail dans le commerce familial ou dans le domaine touristique, donc ça fait maintenant 27 ans que vous êtes massothérapeute. À quel moment le rôle de thérapeute en relation d'aide s'est-il ajouté, disons, à votre profil professionnel? Bien, c'est comme ça s'est ajouté après comme la massothérapie, en comprenant que je faisais du massage, puis là, j'aidais les gens, puis à un moment donné, bien, je voyais qu'à travers le processus d'aider les gens, il se passait aussi des choses que des fois, je voulais aider un petit peu plus loin, je voulais comprendre les gens, je voulais aussi... j'étais déjà dans une forme de perception de qu'est-ce qui se passait au niveau du corps. Là, il m'apparaissait des images, des mots, des sentis à travers les gens, puis je voyais bien qu'il se passait de quoi, mais je ne savais pas tout le temps quoi faire avec ce que je percevais. T'sais. Un thérapeute en relation d'aide, ça fait quoi? Ça écoute, ça jase, ça donne des pistes de solutions. Ça fait quoi un thérapeute en relation d'aide? Un thérapeute en relation d'aide, oui, ça écoute. Bien, en voie intégrale, en tout cas, on utilise beaucoup l'écoute. À travers la relation d'aide, on amène aussi les gens à avoir, dans un processus d'éveil, après ça, de transformation tranquillement de notre conscience. C'est ça par des exercices, par l'écoute, par le toucher thérapeutique, par plusieurs formes là, de petits ateliers ou certains outils qu'on apprend en chemin. C'est ça qu'on fait. Mais c'est surtout, je dirais, la meilleure chose, c'est souvent d'être là puis d'accueillir qu'est-ce qui se passe aussi chez l'autre personne. Des fois, c'est quasiment... tout est là. Une grosse part est faite souvent quand on est dans cette partie-là. Bon. Et comment, au fil du temps, la clairvoyance ou le rôle de médium s'est-il ajouté à ce rôle principal de massothérapeute ou de thérapeute en relation d'aide? Bien, je dirais que ça fait quand même longtemps. Ça fait longtemps que j'ai des perceptions, que je voyais des choses, mais qu'est-ce qui était plus... Le comique, c'est quand les gens se rendaient chez nous. Au début, j'étais dans mes cours, puis on est tout le temps supervisé, puis il y a tout le temps des gens il faut donner un compte-rendu, mais
à un certain moment donné, je me rendais compte que les gens arrivaient chez nous, puis on me parlait comme ça, puis là, oups, je voyais à côté comme une présence, mais c'était plutôt blanc, là, c'était plus d'ordre l'orange gardien, ou c'était pas une présence qui est moins bonne. En tout cas, les gens n'arrivaient pas tout seuls. Fait que là, je me suis dit, OK, bon, j'ai de la visite. Je me disais ça, j'ai de la visite aussi. Fait que là, je suis allée rencontrer dans des votre gens. vie, ça? Ça, c'est arrivé quand même avec, Il y a au longtemps? niveau de la... Ouais. Ben oui, plus que 27 ans même. Ça OK. fait peut-être vers l'âge de... Même vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à en avoir de ça, mais en relation d'aide, là. J'ai commencé à voir que là, j'étais dans un processus d'ouverture. Et puis là, ça se rajoutait. Et puis, les exercices de focusing qu'on apprenait aussi dans nos cours me montraient que c'est quelque chose qu'on apprend à... Mais c'est pas un peu troublant les premières fois quand ça se produit? Parce que, évidemment, on est dans le monde un peu abstrait. Hein? Oui, Puis évidemment, le degré de croyance peut varier d'un individu à l'autre. oui. Moi, évidemment, je suis journaliste de longue date. Je suis un peu dans le monde des sceptiques. Mm-hmm. Mais en même temps, je peux comprendre peut-être qu'il y a des gens pour qui, vous appelez ça une perception. Oui, je vais appeler ça comme ça, Mais comment ça se manifeste? Vous dites la personne arrive, mais je sens qu'il y a d'autres choses à côté. Comment ça se manifeste? Bien, de plusieurs façons. Des fois, ça va être... je vais voir comme une présence à côté. Des fois, ça va être... des fois, je vais la voir... c'est comme en dedans de moi, là, dans mon esprit. Là. Je vais voir qu'il y a comme quelqu'un à côté. C'est difficile à expliquer. C'est comme si tu avais un flash, tu sais, un flash qui t'arrive, ou une image, tiens. C'est très, très clair. Et Ça peut être comme ça. Ça vous suit depuis votre adolescence, là? Oui, oui. Donc, c'est perpétuel, là. Je veux dire, ça se Bien, continue dans le temps. Comme là, je suis avec toi comme ça, j'ai pas de perception là, de quelqu'un qui est aux côtés de nous autres. Donc, c'est correct, il n'y a personne à côté, là. C'est correct, mais ça serait pas le fun, ce serait tout le temps comme ça. Mais tu sais, au fil du temps, il y a comme... ça s'est produit, je dirais aussi, en allant marcher dans la nature, de regarder que finalement, on voit qu'il y a un aura autour de la nature. Quand j'étais plus jeune, à un moment donné, je voyais des bulles de couleurs dans les arbres. Puis là, je me posais des questions. Puis, ou un rayon quand j'allais à l'école. C'est drôle parce que les lumières là, à l'école, ils donnent comme une meilleure capacité à... Est-ce que pour vous, vous mettez ça dans la famille des dons? Est-ce que c'est un don que vous possédez? Bien, je dirais que oui et non. J'ai un don, mais maintenant, en 2019, tous les gens qui veulent quand même peuvent développer. En dedans de chacun de nous, on a des dons spéciaux. Chacun a sa couleur. Je dirais en 2019, je dirais bien, tout le monde en a. C'est juste de le développer. Mais oui, ça fait longtemps que... Et une fois développé, vous utilisez ça de quelle façon et à quelle fin, autrement dit? Souvent, on fait un peu l'image plus caricaturale de dire « ouais, c'est important de savoir ce qui va s'en venir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, de prédire l'avenir. Ouais. » Là, vous, est-ce qu'on est là-dedans ou est-ce que c'est... Moi, je peux aller en avant, mais ce que j'aime beaucoup, c'est plutôt au niveau de la santé, au niveau du corps. Qu'est-ce qui se passe? Mettons, quelqu'un vient me voir, là, puis il me dit, bon, ben, Nathalie, j'ai mal dans le dos ici, je suis allée voir un chiro, je suis allée voir toutes les personnes, tout le monde les a aidés, là, tout ça. Puis ils se disent, bien, je ne sais pas pourquoi ça continue. Puis bon, moi, ce que je fais, c'est que soit en massage, je vais faire un massage à quelqu'un, ou en toucher thérapeutique, bien là, je vais vers l'endroit où il y a une douleur. Puis mes mains, c'est comme, des fois, j'ai des oreilles puis des yeux en même temps. Là. Et puis là, bien, je détecte le moment précis où il est arrivé quelque chose dans la vie de la personne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des pensées, on a des actions, on vit certaines choses. Et puis, à certains moments, quand on a des choses qui se répètent là, continuellement, bien, ça crée des blocages, puis là, bien, ça s'installe dans le corps. On n'est pas dans la famille là, du tirage de cartes ou des boules de cristal. On n'est pas là du tout. Là. Non, je ne suis pas dans les boules de cristal. Non, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans les poches de thé non plus. Là. Non. Par contre, je peux faire des lectures de photos. C'est-à-dire? Avec une photo, tu vas m'apporter une photo de lieu. J'ai fait au cours de mes 27 ans, là, il est venu un moment donné où j'ai eu des doutes sur qu'est-ce que j'ai vécu, parce que j'ai eu certaines peurs, en tout cas, que je ne vais pas nommer tout ici, là, mais qui m'est arrivé.
Puis je suis allée voir un homme que j'ai raconté un peu ce qui se passait, puis j'ai demandé de m'aider à juste reprendre confiance dans tout ce que j'avais. Puis je suis arrivée à un moment donné à j'essayais toutes sortes de choses, les cartes, puis toutes sortes, puis ça ne me collait pas. Puis à un moment donné, on est arrivé dans les photos. Là, j'ai commencé à avoir du plaisir parce que je ne savais pas que je pouvais faire ça. Puis il me montrait à voir au-delà avec une photo d'une personne, voir avec un but précis, là, mettons, des fois, il y avait 4 personnes, tu sais, puis là, il fallait voir c'était quoi le point commun entre chaque personne, mettons. Qu'est-ce qu'ils faisaient. D'autres fois, on avait une photo d'un endroit, et puis on apprenait, plus que ça allait, là, ça devenait comme intéressant. J'ai eu bien du fun, même à faire ça, là. Et puis là, il nous disait, bien là, il faut que tu descendes dans 1600. Là, on disait, en 1600, c'est quand même loin, tu sais. Fait que c'était juste, c'est pas la même voyance qu'on a besoin, comme quand on fait des écoutes corporelles ou tout ça. Là, ça fait plus à faire un genre de focusing. On a besoin d'un but précis, et puis on rentre là-dedans. Puis en tout cas, là, de là, il vient plein de données, puis j'essaie de raccourcir pour pas aller trop vite, là, mais avec ça, on a plein de réponses qui ça fait « wow » parce qu'ils peuvent être vérifiés. Ouais. Et puis là, il y a des drôles de choses qui arrivent, puis des choses bien intéressantes. Bien, c'est fort passionnant. Donc, si vous voulez découvrir Nathalie Bell, massothérapeute, thérapeute en relation d'aide, mais aussi clairvoyante et médium. Donc, bien sûr, on peut vous trouver, je présume, sur Facebook et compagnie. Oui. Bien, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Avec la bordée de neige qu'on a eue ces derniers jours, il est important de vous rappeler qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, il est interdit de stationner la nuit lorsqu'il y a des opérations de déneigement et il est de votre responsabilité de vous assurer d'aller chercher l'information, à savoir si vous pouvez ou non stationner dans la rue. Et il y a différentes façons, bien sûr, pour aller chercher l'information. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil. Chaque dimanche matin, 9h30, c'est le Télébingo. Pour me joindre, Éric Lato en un mot, à commercial, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.